parallèlement à ses postes non exécutifs au sein de l'entreprise familiale, M. Hoffman possède un cursus pointu en matière de conservation de la nature, de la durabilité, comme tout le monde le sait. Et, il est entre autres siégé au conseil de la WWF internationale en qualité de vice-président. Il est bien sûr le président de la fondation BAVA et de la fondation de la Tour de Vala en Camargue. Il a également joué un rôle essentiel dans la mise sur pied du Hoffman Global Institute of Business and Societies à INSEAD, son alma mater, et le président du conseil consultatif. Je tiens d'ailleurs à vous remercier particulièrement, M. Hoffman, car moi-même, je suis une ancienne élève de INSEAD, et de vous remercier à continuer à engager et contribuer à former les leaders de demain et avoir un impact positif sur l'environnement. Nous sommes vraiment enchantés de vous avoir aujourd'hui. Nous avons aussi Monsieur Mouhsin Ayouch qui s'entretiendra avec vous dans quelques instants. Alors, Monsieur Ayouch a plus de 34 ans d'expérience professionnelle. Il a occupé un grand nombre de postes de responsabilité tout au long de sa carrière, dont secrétaire général de la FNBT, dirigeant d'un groupe de PME, directeur délégué de la CGEM. Il est membre actif de plusieurs associations professionnelles, caritatives et culturelles. Il est aussi diplômé en sciences politiques et relations internationales, en management et en coaching. Mouhsin est aussi coach certifié, il est fondateur associé du cabinet BMH Coach, fondateur associé de la AMAC et de la AMAT. Et il est aussi intervenant au Masters et EMBA de l'ISKE au Maroc. Alors, sans plus tarder, Monsieur Ayouch, je vais vous donner la parole et vous laisser converser avec Monsieur Hoffman. Merci. Merci Sonia. Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour Monsieur Hoffman. Nous allons donc converser. Nous allons avoir une conversation. Et pour moi, converser, c'est verser en commun des idées dans un pot commun. Et donc, si vous voulez bien, moi, je suis vraiment très honoré et j'ai été, comme nous disons aujourd'hui, scotché en découvrant votre parcours, votre manière de faire, vos pensées, vos actions. Et la curiosité que j'ai maintenant, c'est dans ce parcours, dans ce cursus pointu dans un parterre, Sonia, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé aux questions du développement durable et de conservation de la nature si jeune? Quel était l'élément déclencheur, ce que Kandinsky appellerait la nécessité intérieure? D'abord, M. Ayouch, merci beaucoup de me donner autant de crédit avant que j'ouvre la parole, avant que j'ouvre la bouche, c'est quand même assez… Merci beaucoup. Alors, écoutez, je pense que nous avons tous des convictions que nous essayons de défendre et que nous voulons mettre en avant. Alors moi, la conviction que la nature est le système qui permet à l'humanité de s'exprimer sur la planète et d'être sur la planète me paraît une nécessité impérative. Maintenant, votre question, comment est-ce que j'y suis arrivé? Ça a évidemment à voir avec mon passé. Mon père, le docteur Luc Hoffman, était un zoologiste, un ornithologue qui s'établit en Camargue avant ma naissance. Moi, je suis né en Suisse, mais j'ai emménagé en Camargue à l'âge de 2 semaines et j'en garde évidemment une empreinte forte. Donc, j'ai grandi dans une zone naturelle et ça a évidemment eu un impact sur moi. La maison était toujours pleine de personnes qui étaient intéressées à comprendre l'environnement camarguais, l'environnement méditerranéen et comment est-ce qu'on peut s'en servir pour donner des leçons, enfin des leçons c'est trop fort comme mot, mais donner des indications à ce qui se passe ailleurs. Et donc, cette fibre naturelle, elle est venue assez naturellement à travers la filiation. Là où il y a peut-être une différence, c'est que je me suis aperçu assez rapidement que l'idée de faire de la philanthropie pour soutenir des milieux, l'idée de faire de la philanthropie pour soutenir des espèces, c'était indispensable parce que sinon on perdait les milieux des espèces, mais ce n'était pas suffisant. Vous avez mentionné mon implication au WWF. J'ai été vice-président du WWF pendant 18 ans et trésorier pendant 14. Et il me semble que ce qui s'est passé à cette époque-là était assez clair. On levait des fonds parmi le public général pour essayer d'aider à la conservation d'espèces et on se retrouvait assez rapidement
avec la réalisation que donner à fond perdu pour une espèce en particulier, c'était utile de manière ponctuelle, mais ce n'était pas la solution. La solution, c'est plutôt de dire qu'il faut arriver à créer un modèle dans lequel la nature puisse continuer à exister et fonctionner en relation avec l'humain. Donc, cette interface humain-nature est ce qui m'intéresse le plus. Et donc, si vous me demandez... déclencheur, cette exactement. Interface entre la profession du papa et le site de la Camargue. Exactement. Et là, j'ai bien noté que vous avez déménagé en Camargue à l'âge de 2 semaines. Bien. Très juste. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait encore courir? J'ai bien apprécié cette présentation. J'étais proche de la nature, proche des activités de mon papa, les gens qui venaient. Et puis, merci beaucoup d'avoir fait la nuance entre prendre des indicateurs ou donner des leçons. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait encore courir pour la nature, monsieur Hoffman? Aujourd'hui, de manière plus réelle que jamais, nous avons eu cette vérité de la pandémie sur ces 18 derniers mois. Subitement, un virus, une forme de vie qui n'est même pas une forme de vie, hein, ça n'existe que si c'est un support, est arrivé à confronter l'humanité et nous a déséquilibrés. Nous ne sommes plus les mêmes que ce que nous étions avant. Et donc, un système aussi fragile et aussi peu résilient que le système que nous avons construit jusqu'à maintenant doit être amélioré. Et la manière de l'améliorer, à mon avis, c'est se rapprocher de la nature. Donc aujourd'hui, mon missionnariat, si je peux appeler ça comme ça, en faveur, ou plutôt mon plaidoyer en faveur de la nature, c'est de parler de complexité par rapport à la spécialisation. Nous avons passé beaucoup de temps à essayer de nous concentrer sur ce à quoi nous sommes bons, et on a oublié la réalité de la nature qui nous entoure. L'humanité ne suivra pas longtemps une nature en panne. Et donc, c'est important pour nous de continuer à réinvestir les thématiques naturelles parce que nous avons besoin du système, ce que j'appellerais le système de soutien de la vie sur la planète, qui est toute la nature et toutes les composants de la nature. Autrement dit, il y a encore du boulot à faire. Entre l'âge de 2 semaines en Camargue et aujourd'hui. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, vous n'êtes pas dans les... tel que j'ai lu ce que vous faites et comment vous pensez et réfléchissez, vous n'êtes pas dans les sentiers battus, vous n'êtes pas dans les standards. Comment faites-vous pour nourrir une pensée autre, différente, propre à vous? Vous n'êtes pas, tel que je vous ai lu, vous n'êtes pas dans la pensée unique, et encore moins dans le discours médiatique courant. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre secret? Alors, j'ai eu une chance inouïe, je tiens à le souligner, d'être né dans un environnement incroyablement propice. D'un côté, un père naturaliste, un père qui était dès le début, très alerté aux problèmes de durabilité, en particulier dans le système naturel. Donc, un ornithologue qui s'installe en Camargue, où il crée une station de recherche pour s'occuper de la compréhension des migrations aviaires, tout en étant lui-même, comme je le suis aussi, l'héritier d'une entreprise internationale active dans le domaine de la santé, basée en Suisse, où le principe même de l'entreprise multinationale, de l'entreprise internationale fonctionnait tous les jours. Donc, cette passerelle entre le côté, comment dirais-je, humble de l'observateur de la nature et le côté légèrement arrogant du propriétaire d'entreprise qui a une influence mondiale, cette passerelle entre les deux m'a beaucoup aidé à continuer à créer des modes de pensée ou à soutenir des modes de pensée qui puissent nous permettre de faire quelque chose, non pas pour la nature ou pour l'entreprise, mais pour les deux, c'est-à-dire pour l'humain, pour nous, pour l'humanité. Comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en place un système de support à ce qui se passe dans le monde? L'idée que la nature est plus importante que l'humain, c'est faux. L'idée que l'humain est plus important que la nature, c'est faux aussi. Donc, il faut essayer de trouver un point d'ancrage. Et pour moi, cette idée de constamment revenir à cette notion d'humanité m'a beaucoup aidé. L'humanité se trouverait à la jonction, à l'intersection de l'humilité et de l'arrogance. Il y a un peu de ça, oui. Disons que l'arrogance est souvent une indication de faiblesse. On devient arrogant parce qu'on n'est pas du tout sûr qu'on a raison. Alors, on s'exprime de manière plus brutale, de manière à pouvoir être évident. Mais pour moi, le système naturel qui nous entoure, mais pas seulement le système naturel, le système social, le talent, les humains en général, sont tellement plus complexes que cette approche. L'idée de dire « moi je sais, vous
savez pas, je vais vous dire comment faire. Ça ne fonctionne pas. J'ai 63 ans, j'ai essayé pendant de nombreuses années, mais ça ne marche pas. Ça marche pas. Merci beaucoup. Et vous l'avez déjà dit, dès la Camargue, au lieu de leçons, on prend des indications. Cette manière de concocter, de réfléchir, de fonctionner out of the box, oui. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté à vous, personnellement, dans votre parcours? Alors, ça c'est une question absolument passionnante, bien sûr, parce que l'humain a un désir, une volonté de se conformer au groupe. Nous ne voulons pas être des gens qui sont différents. Ce que nous voulons, c'est faire partie d'une équipe, faire partie d'un team, pouvoir aller de l'avant, se dire les gens derrière moi sont avec moi, les gens devant moi m'attirent, etc. Et penser out of the box, c'est de dire, bon, ben voilà, ça c'est la pensée commune, on est tous d'accord là-dessus, peut-être quelque chose qu'on peut améliorer. Et quand je suis dans une réunion du VVF, on me dit « Ah, le grand capital est l'ennemi numéro un ». Et quand je suis dans le monde de la gestion d'entreprise, on me dit « Ah, mais tu comprends, les ONG sont en train d'essayer de nous empêcher de faire des sous ». Le grand écart, quoi. Exactement, exactement. Et donc, si on veut arriver à marcher droit avec les jambes dans un grand écart, c'est assez difficile à faire. J'imagine. Donc, c'est important de trouver cette devise commune. Et il y en a une, bien sûr, hein, c'est l'humanité, c'est ce qui nous rend hommes, l'amour des uns des autres. Et je ne dis pas ça fleur bleue, je dis ça de manière tout à fait sincère. Si je n'aime pas mon voisin, c'est difficile pour moi de m'exprimer en son nom. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Honnêtement, je me régale. Tout à l'heure, vous aviez entamé une première démonstration sur la notion des fonds perdus et de la mesure d'impact. Comment rendre parlant à nous autres simples citoyens le fait de mener des projets énormes pour lutter contre la disparition d'une espèce vivante que nous ne connaissons même pas de nom. Peut-être que le commun des citoyens du monde va dire « tout ça pour un tout petit insecte de rien du tout là-bas en Amazonie ». Comment mesurer cet impact? Oui, ça, le vulgariser, le populariser. Ça, c'est évidemment la question clé qui devrait beaucoup nous préoccuper pour les prochaines années. Comment est-ce qu'on arrive à mettre en évidence l'importance de la biodiversité, l'importance de la complexité par rapport aux situations simples? Lorsque nous parlons de CO2, de changement climatique, on a mis un barème très clair, 750 parts par million, ça veut dire 4 degrés de réchauffement de la planète. C'est linéaire, c'est facile à comprendre, c'est facile à communiquer, tout le monde est là. Maintenant, est-ce que si je perds le papillon d'Amazonie, ça va changer mon quotidien dans la campagne vaudoise? Évidemment que non. Et donc, ça devient plus difficile de mettre en place ça. Alors, par exemple, les économistes avec qui j'ai pas mal travaillé, puisque j'ai fait un degré en économie, pour eux, l'interchangeabilité est important. Donc, on perd un facteur, mais on le remplace par un autre, ça va. Mais évidemment, en biodiversité, si je perds le papillon d'Amazonie, mais que je gagne, je sais pas moi, le surmulot d'Afghanistan, c'est pas un équivalent. Une espèce qui disparaît, elle est partie pour toujours. C'est la mort. C'est la disparition totale. L'extinction. Personne ne revient de la nature. Extinction is forever. Et personne ne revient de la mort, pardon. Et donc, c'est important de bien comprendre la distinction. Lorsqu'on parle du patrimoine biologique, on parle de la biodiversité au sens large, chaque espèce mérite la lutte jusqu'au dernier moment, plutôt que de dire, bon, ben voilà, je concède une défaite là parce que ça me permettra de faire une victoire ailleurs. Et donc, il y a un phénomène complexe là qu'il va bien falloir qu'on arrive à comprendre. Maintenant, il est évident que si on déstabilise les systèmes naturels, et on est en train en ce moment de voir la 6e extinction massive d'espèces, on voit de plus en plus, on se rapproche de plus en plus du point où tout ça va basculer, il va falloir qu'on se batte pour chaque espèce dans le futur proche. Merci, merci. Et donc, certains modes de financement sont, selon votre pensée, votre action, arrivés à terme. Ils ne sont plus, disons, opérationnels. Nous avons, l'humanité a financé la conservation de la nature et le développement durable d'une certaine manière. Vous avez dit fonds perdus. Quels sont les modes de financement alternatifs
qui ne sont pas à fond perdus, parce qu'effectivement, c'est des fonds perdus et parfois c'est aussi des espèces perdues. Complètement. Alors là, une fois de plus, vous vous posez d'excellentes questions. Nous arrivons dans une situation qui est assez presque à la limite de l'inextricable. Tant que nous utilisons pour le moment comme modèle de succès ou de non-succès le modèle financier, c'est-à-dire le retour immédiat sur investissement, nous n'arriverons pas à trouver une solution à ce problème qui nous occupe tous. La doctrine actuelle d'entreprise, et pas seulement entreprise privée d'ailleurs, l'entreprise publique aussi, ou toute activité financière que les humains prennent, est basée sur le report financier. Vous êtes une ONG, vous n'avez plus d'argent, vous n'existez plus. Vous êtes une entreprise, vous faites des mauvaises affaires, vous faites faillite. On ne mesure que le capital produit. Alors que nous savons tous ici, en particulier l'audience à laquelle nous adressons aujourd'hui, que ce capital produit, il est le résultat de l'utilisation des 3 capitaux importants, le capital social, le capital humain et le capital naturel. Capital social, c'est-à-dire comment est-ce que nous sommes organisés en groupe, en société. Capital humain, le talent. Est-ce qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres? Enfin, meilleur, c'est un mauvais mot, excuse-moi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus appropriés pour certaines tâches que d'autres? Et le capital naturel, les ressources naturelles que nous épuisons en ce moment à une très grande vitesse. Et donc, si on veut arriver à trouver une manière efficace de fonctionner, il va falloir qu'on mesure pas seulement le revenu financier, mais l'impact que nos actions ont. Et ça nécessite une nouvelle comptabilité. Nous ne comptabiliserons pas juste l'argent qui rentre et l'argent qui sort, mais l'impact, les influences que nos actions peuvent avoir sur l'humanité, sur les systèmes sociaux et sur les systèmes humains. Merci. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamentalement différent de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. C'est vraiment un changement de paradigme énorme. Énorme, j'entends bien. Et surtout, alors, creusez s'il vous plaît, comment trouver les liens, les interactions entre le capital social, le capital humain, le capital naturel et le capital financier? Alors, les interactions, à mon avis, elles ont à voir avec cette notion de durabilité. Si nous tirons trop sur le capital humain, on a des accidents comme on a eu ces 2 dernières années. Je veux dire, une fois de plus, la pandémie l'a montré de manière très claire. On a une infection qui commence à tuer des gens dans la société autour de nous, et subitement, des gens marchent dans la rue en parlant d'illégalité. La grève des femmes en Suisse, Black Lives Matter aux États-Unis. Tout ça, c'est la même chose. On ne peut pas être durable dans un système où il y a un groupe qui domine l'autre. On doit être un groupe dans lequel on est tous dans un état égal. Et l'humanité ne dominera pas la nature, l'humanité doit être avec la nature. Donc, on parle de plus en plus de solutions basées sur la nature pour la reconstruction après la pandémie. Et pour moi, c'est une condition sine qua non. On ne trouvera pas un équilibre si on n'embrasse pas la complexité et si on n'est pas prêt à accepter que la biodiversité est une chose importante. Sacré changement de paradigme, monsieur Hoffman, qui demande d'abord un effort terrible. Allez-y, je vous écoute. Mais c'est exactement ça l'idée. Le changement de paradigme, il ne pourra se faire qu'à partir du moment où la nécessité sera évidente. On parle d'un changement de système. Comment est-ce qu'on change un système? Alors, la théorie que j'ai défendue une bonne partie de ma vie, c'était cette théorie de dire one step at a time, un petit pas à la fois. Et subitement m'est venue cette idée du barrage dans la montagne. On a une rivière qui est endiguée, on a un barrage qui empêche ça. Tous les jours, une goutte rentre. Et puis un jour, le barrage est tellement faible qu'il casse devant l'eau. Et subitement, l'eau tombe dans la vallée, on est tous inondés, et il y a un changement dramatique. Et peut-être qu'on s'approche de ça. Peut-être que la pandémie nous a aidés à bien comprendre que si on ne change pas notre attitude par rapport à la nature, par rapport aux espèces, par rapport au milieu, on va avoir un vrai problème de futur. Et j'aimerais bien qu'à quelque chose, malheur soit bon, 3 millions de personnes sont mortes dans cette pandémie. C'est une tragédie absolument indescriptible. Mais si ça peut nous permettre de construire un système un petit peu plus résilient, en particulier dans lequel la biodiversité et la complexité des systèmes naturels seront les bienvenus dans notre humanité, on aura fait un pas en avant. Merci beaucoup. J'ai envie juste de paraphraser ce que vous dites. Nouveau paradigme, nouveau leader, nouveau leadership. Nous sommes, vous et moi, en train de converser, de mettre en commun des idées, de verser dans notre pot commun des idées pour des jeunes leaders qui nous écoutent. À votre avis, de quel type de leadership la nature, le monde, l'univers a besoin aujourd'hui, selon vous?
Alors, ça c'est une question qui est facile à répondre moi parce que j'ai 63 ans. Quand je suis allé à l'université, quand je suis allé à faire mon master en gestion des affaires, on m'a expliqué, tu comprends, le leader, c'est celui qui sait et il faut qu'il motive les gens à faire comme ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est fini ça. Le véritable leadership, il est participatif. Il faut qu'on puisse fasse comprendre à des gens autour de nous que ce que nous faisons, c'est quelque chose qui nous amène vers l'avant collectivement, pas seulement l'individu. Donc, ce n'est pas parce que je suis le leader que je vais avoir un plus gros salaire. Je suis le leader parce que je veux amener l'humanité dans un endroit un petit peu plus avancé que celui que nous avions jusqu'à maintenant. Donc, nous ne sommes pas en train de définir le futur, nous sommes en train de le co-créer. On le fait ensemble. Et dans chacun des groupes de travail que j'essaie d'animer, j'identifie une personne qui peut être responsable de ce projet. Pas le supérieur hiérarchique nécessairement, mais quelqu'un qui a la possibilité de se concentrer sur un projet. Et ce qui est important, c'est que la personne ne doit pas me rendre compte à moi, la personne doit rendre compte à l'extérieur, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Le vrai leader, c'est celui qui se concentre sur ce qui se passe à l'extérieur de son champ d'activité pour voir s'il a un impact ou pas. On ne devrait pas passer trop de temps à l'intérieur. Et ça a beaucoup à voir avec l'émotion, bien sûr. Pour être crédible en tant que leader, il faut arriver à convaincre. Et une des faiblesses que le système que nous avons créé jusqu'à maintenant a montré, c'est que la plupart des décisions fondamentales pour la société sont mal communiquées. On essaye de se concentrer sur ce qui est scientifiquement prouvé, scientifiquement valable, et c'est crucial, bien sûr, mais ça ne nous permet pas de toucher à la fibre intime des individus. Et le vrai leader, il doit être capable de faire ça. Leader participatif, leader qui y va dans son entièreté, pas seulement avec des tableaux Excel, autrement dit avec son cœur, ses émotions, et le leader qui est attentif à l'impact externe de son action. Absolument. Et vous-même, comment comptez-vous déployer votre leadership dans la phase actuelle et à venir de votre parcours et de votre vie pour vous-même? Alors, pour moi, il y a une chose qui me paraît importante. Je suis, donc, comme vous savez, vice-président d'entreprise familiale. Nous avons 100 000 employés. Nous sommes présents dans 140 pays. C'est l'entreprise pharmaceutique mondiale la plus significante à mon avis, peut-être la numéro 2 ou la numéro 3, mais bon. Et donc, on se retrouve dans une situation où il va falloir qu'on arrive à essayer de trouver des gens qui travaillent avec nous pour faire avancer l'entreprise, mais aussi faire avancer l'humanité. Parce que l'idée, ce n'est pas seulement de servir l'entreprise, c'est de servir le système. Et pour moi, la définition du collaborateur efficace, c'est celui qui vient chez moi, ou qui vient chez nous plutôt, parce qu'il a envie d'y être. Et très souvent, dans les entreprises que je connais, les gens qui sont là, ils sont parce qu'ils ont la nécessité d'un salaire ou parce qu'ils veulent travailler pour faire des vacances ou parce qu'ils veulent travailler pour aller à la retraite. Vous passez 80% de votre vie éveillé à l'extérieur de la maison. Alors, quand vous êtes au bureau, il faut absolument que le travail que vous faites corresponde à vos valeurs, à votre conviction, à votre passion. On ne peut pas être effectif dans un travail si on n'y est qu'à moitié. Il faut être à 100%. Et donc, pour moi, le véritable but, et si vous me demandez comment est-ce que je vais exercer mon leadership dans le futur, c'est d'essayer d'attirer autour de moi des gens qui viennent parce qu'ils veulent contribuer, parce qu'ils ont découvert un but, parce qu'ils sont prêts à mettre en route des actions, des motivations qui seront plus importantes que leur quotidien. En d'autres termes, au bureau, je suis plus efficace et plus utile que ce que je suis si je ne viens pas au bureau. Et ça me paraît la tâche immédiate du leader. Comment est-ce qu'on arrive à créer et à motiver une équipe qui, ensemble, arrivera plus loin? Un leadership qui fasse tache d'huile et qui soit collectivement assumé. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Hoffman. Vraiment. J'ai une question qui me vient à l'instant. Allons-y. Quelle question auriez-vous voulu que je vous pose? Eh bien, et que je n'ai pas vu. Pour moi, on parlait de changement de paradigme auparavant. Pour moi, cette notion qu'il y a des
œuvres philanthropiques comme la MAVA et qu'il y a des entreprises commerciales comme, je ne sais pas moi, Unilever, Danone, des gens comme ça. Je ne comprends pas la dichotomie. C'est pas possible de dire il y a des gens qui dépensent de l'argent et des gens qui font de l'argent. On est tous dans cette humanité ensemble. Ce qu'on essaie de faire en regardant le futur, c'est de trouver une solution qui soit mutuellement participative pour tous. Une ONG qui dépend entièrement des financements extérieurs, c'est une ONG fragile parce qu'elle n'a pas cette durabilité intégré. Donc, tout ce qui est dépendance devrait être publié, devrait être étudié, devrait être discuté. Pour moi, le véritable modèle futur de l'humanité, c'est un modèle qui s'auto-supporte. Il n'a pas besoin d'aide extérieure. Donc, je n'ai pas besoin de l'argent des banques si je suis une entreprise, je n'ai pas besoin de l'argent des membres si je suis une ONG. Je veux continuer collectivement à satisfaire un besoin et ce besoin satisfait me permet d'aller plus loin. Merci beaucoup. Merci. Nous en avons eu quelques aperçus tout au long de cette conversation, moi et j'espère les participants et les auditeurs. Mais l'aperçu que nous avons eu, c'est votre vision, votre relation au monde. Mais si vous deviez la reformuler pour l'ensemble, quelle est aujourd'hui la nature de votre relation à l'univers? Oula. Oui. Je vois que c'est la dernière question. À vous de voir, mais honnêtement, elle m'est venue comme ça en vous écoutant. J'ai senti le besoin d'avoir cette formulation, cette maxime, cette phrase, ce rêve, ce poème. Ça va être quelque chose de ce genre-là. Quelle est la nature de votre relation à l'univers aujourd'hui, M. Anton Hoffman? Pour moi, si je devais décrire les qualités du leader, une qui est la plus importante, c'est cette humilité. Je suis ravi de venir aujourd'hui sur cet écran, mais je suis bien conscient que nous ne faisons que gratter la surface de la complexité du problème qui est en face de nous. Donc, si je peux avoir une relation par rapport à l'univers, c'est d'essayer le soir, en rentrant à la maison, de me dire, bon, aujourd'hui, j'ai fait un petit pas, j'ai fait 2 ou 3 choses qui peuvent être utiles. De temps en temps, je fais des choses qui sont un pas en arrière et je l'accepte complètement. Mais pour moi, le problème qui nous confronte, la durabilité de l'espèce humaine, de l'humanité au sens large, pas seulement l'espèce, mais tout ce que nous avons construit depuis sur la planète, est quelque chose que nous devons maintenir à tout prix. Alors, évidemment, il faut sauver la nature, évidemment, il faut sauver les ressources naturelles, mais il faut aussi qu'on arrive à faire ça en harmonie. Et on n'y arrivera qu'à partir du moment où on a chacun d'entre nous une certaine dose d'humilité. On ne sait pas tout et on ne sait pas tout faire. La science nous aide, mais il faut l'interpréter les résultats aussi. Merci beaucoup. Une réponse humble autour de la question de l'humilité. Et si vous permettez, je vous dirai ma propre perception de l'humilité. Si je vais au dictionnaire, je trouve à côté du mot liquidité, nature de ce qui est liquide. Solidité, nature de ce qui est solide. Humilité, je dirais, nature de ce qui est humain. Oui, merci. Merci pour votre humanité et votre humilité. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cette conversation? Je sais que vous êtes un passionné, je sais que je vais vous tenir en discussion pendant 15 heures, vous aurez encore des choses à faire, mais quel est votre mot de bouclage, de clôture de cette conversation? D'abord, très sincèrement et de manière aussi je suis ravi que cette conversation ait lieu. Parce que si nous voulons vraiment faire le changement de société, le changement de système dont nous parlons, on aura besoin de gens comme tous les gens qui écoutent aujourd'hui, des gens qui peuvent nous aider à faire avancer la cause tous les jours. Donc, je suis ravi de pouvoir en parler avec vous. Ce qui me paraît important, c'est que chacun d'entre vous, là où vous êtes, vous fassiez avancer ces notions d'équité, ces notions d'humilité, ces notions d'équilibre avec la nature. Mais pas seulement, évidemment, cette notion d'intégration. Pour moi, l'activité humaine à partir de maintenant, c'est plus juste une activité de dire « je fais pas mal ». Aujourd'hui, il faut qu'on dise « je fais mieux, j'améliore, je régénère, je fais une contribution nette ».
en général. Et si vous arrivez à faire ça sur les 20, 30, 40 prochaines années auxquelles vous serez actifs, vous aurez fait une contribution majeure. Chacun à sa manière dans le long terme. Et pour moi, c'est vraiment là le but que la Fondation Hoffmann, c'est la Fondation Maba, excusez-moi, a mis en place dans ce programme de leadership. Et je remercie Nathalie qui nous écoute aujourd'hui d'avoir mis ça en place, parce que c'est vraiment les changements de système se font à travers des gens. Ce que nous parlons ici, c'est l'humanité, c'est l'individu. Et l'individu, collectivement, il a besoin de gens avec qui il peut travailler. Et c'est un petit peu notre but aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Hoffmann. J'ai eu énormément de plaisir et d'apprentissage à converser avec vous. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir aussi. Merci beaucoup, Mouchine. C'était très intéressant.